Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. 2 heures de réunion hier à l'Élysée entre Emmanuel Macron et le monde agricole. Le président devait y partager, je cite, sa vision de l'agriculture. À la sortie, on a vu des syndicats plutôt dans l'expectative, plutôt mitigés, voire déçus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça coince encore? Non, je ne crois pas que ça coince encore. Il y a plusieurs séquences dans la crise que nous avons traversée. Le moment où les agriculteurs sont allés dans la rue pour exprimer un certain nombre de choses. J'ai déjà eu l'occasion sur cette antenne de vous dire ce que j'en sentais, c'est-à-dire à la fois une crise de sens, c'est qu'est-ce que vous voulez de nous, vous responsables publics, vous citoyens, et puis un certain nombre de sujets de crise qui étaient sur la table, et puis un moment où nous avons travaillé avec les organisations syndicales pour essayer de trouver des solutions et de porter un certain nombre de propositions. Et puis hier, le temps, donc on a fait 64, puis 6 ou 7 propositions de plus. Le Premier ministre Gabriel Attal a réindiqué un certain nombre de choses le week-end dernier. Puis hier, c'était un temps avec le président de la République où les filières ont pu exprimer, les organisations syndicales, ce qui était leurs attentes pour l'avenir, au fond. Un temps un peu plus long. Et le président de la République, il a dit autour de 3 ou 4 axes qui étaient sa vision. La première, c'est de produire plus. Et il faut qu'on réaffirme l'idée qu'on a besoin dans ce pays de produire plus. D'ailleurs, on y reviendra. Le deuxième sujet, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire face aux transitions. Le troisième sujet, c'est les sujets de concurrence déloyale. Et comment on pose cette question en particulier dans le cadre européen, c'est un élément, me semble-t-il, très important. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on fasse les choses. Et puis, il y a un sujet qui m'occupe par les temps qui courent, qui est le sujet du renouvellement des générations. Il n'y aura pas de souveraineté. Il n'y aura pas de souveraineté retrouvée, il n'y aura pas de capacité à faire face aux défis si on n'assure pas le renouvellement des générations. Donc je crois que c'était un moment d'échange. Le président de la République a dit qu'il était prêt d'ailleurs à aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Et notamment une concertation cet été pour construire un projet d'avenir. C'est ce que le chef de l'État a dit aux syndicats. L'accélération également sur un nouveau volet Egalim, cette loi qui assure des revenus décents aux agriculteurs. Quelle différence concrètement avec les prix planchers? Ça veut dire qu'on abandonne définitivement cette idée de prix plancher. Nouveau volet Egalim, c'est la même philosophie depuis le début, depuis 2017 à la vérité. La première loi, c'était la loi de 2018 qui avait été portée par Stéphane Travert, qui était une loi qui visait à faire en sorte qu'on se préoccupe enfin de la question du revenu agricole en construisant le prix par la marche avant. Le travail qui est fait par 2 parlementaires aujourd'hui, qui est un travail qui était prévu au moment de la crise, on a lancé ce travail-là, est un travail pour regarder dans la loi Egalim ce qu'il y a à modifier. Qu'est-ce qu'il y a à modifier? Il y a un certain nombre d'opérateurs de la grande distribution qui dévoient les règles en allant chercher des centrales d'achat européennes pour se soustraire aux règles françaises. Il y a des opérateurs dans la chaîne alimentaire, grande distribution et parfois transformation, qui ne respectent pas la règle qu'on construit le prix par la marche avant. C'est-à-dire qu'on a un prix de référence, prix plancher si vous voulez l'appeler ainsi, qui est construit à partir... Vous parlez encore de prix plancher. Mais ça dépend ce qu'on appelle un prix plancher. Si un prix plancher, c'est un prix qu'on fixe et on dit c'est le prix pour lequel à chaque fois on paye la marchandise, ça risque d'être assez vite un prix plafond. Parce que vous voyez bien qu'un opérateur, si vous lui dites telle marchandise coûte 100, il va dire bah, ça coûte 100. Et quand ça coûte 120, parce qu'il y a d'autres contingences, il dira bah non, j'ai un prix de référence qui est 100. Non, on construit les prix par des indicateurs de référence et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille et c'est là-dessus que les parlementaires formuleront, comme l'a dit le président de la République, des propositions pour l'été prochain. Mais c'est une loi qui a plutôt fonctionné là où elle a été mise en application. Je pense à la filière laitière. Elle a fonctionné un temps. Alors, c'est ce que j'allais dire, mais merci de la relance, si je peux dire. Elle a fonctionné quand ce n'était pas une loi qui avait été construite en période inflationniste. Reconnaissons que nous n'avions pas connu depuis une vingtaine d'années d'inflation forte. Or, avec l'Ukraine, on a eu une inflation éruptive, exponentielle, pendant quelques temps. Et donc, dans des temps normaux, elle fonctionne. Il y a eu des ajustements de prix quand même, on ne peut pas dire le contraire, mais il y a besoin de réfléchir sur le temps long, ce que peut être une loi qui permet de rémunérer les agriculteurs, parce que le sujet de l'agriculture, c'est le sujet de la rémunération. Il me semble que c'est un élément absolument central pour leur avenir. J'ajoute qu'il y a un certain nombre de filières qui n'avaient pas fait le choix de rentrer dans Egalim. Le président de la République l'a redit hier d'ailleurs. La filière fruits et légumes, pour des raisons qu'on peut comprendre, n'avait pas fait le choix. La filière viticole, pour des raisons qu'on peut comprendre, n'avait pas fait le choix. La contractualisation n'est pas assez aboutie, par exemple, en filière viande bovine. Et donc, il faut qu'on ajuste nos dispositifs à cela. Est-ce que, à l'issue de la discussion d'hier et dans les perspectives qui sont données d'avoir de nouvelles concertations d'ici à l'été, est-ce que vous avez l'impression que la crise est terminée? Est-ce que vous dites aux syndicats arrêtez de vous mobiliser? Mais je n'ai pas d'ordre à donner aux syndicats. Non, mais non, mais j'entends ce que vous voulez dire. On est dans le dialogue. Non, mais je vais vous répondre. Mais on est dans le dialogue. Alors, le président n'a pas dit on lance de nouvelles concertations. Il a dit je vous donne rendez-vous à l'automne ou en janvier, en fonction de ce que vous aurez envie qu'on se dise, pour essayer de dresser des perspectives et se donner une stratégie sur les 5 à 10 années qui viennent. Mais dans l'intervalle... C'est une nouvelle étape? Oui, c'est une nouvelle étape. Mais dans l'intervalle, moi, ma préoccupation comme ministre de l'Agriculture, sous l'autorité du Premier ministre, c'est de faire en sorte que les mesures que nous avons posées sur la table, les agriculteurs, non seulement les découvrent, mais en plus, elles soient visibles dans leur cours de ferme. Parce que
Quand vous dites on va simplifier, entre le moment où vous le dites et le moment où c'est perçu, il y a parfois un temps qui est assez long, parce que parfois pour simplifier c'est un peu compliqué, j'allais dire. D'ailleurs, les syndicats attendent des concrétisations. Mais il y a déjà des concrétisations. On a eu des concrétisations sur les aides qu'on a fait sur le bio, les concrétisations des aides sur la viticulture. Les agriculteurs bio attendent encore ces aides. Non, je parle des aides d'urgence. Sur les aides bio de la PAC, j'ai demandé à ce qu'on accélère. Alors c'est vrai que la première année de la PAC, c'est toujours un moment un peu compliqué, et malheureusement, dans la chronologie, c'est toujours les aides bio qui sont payées en dernier. Et donc, il y a un petit retard d'abord, mais il y a surtout une chronologie qui est comme celle-là, et ça fait 20 ans que ça dure comme ça. Donc, il y a cette attention-là. Et par ailleurs, il y a des simplifications, des décrets qui ont été portés, y compris avec mon collègue Christophe Béchu. On a bien travaillé ensemble pour essayer de se poser à chaque fois la question, quand on a une norme, parce qu'on a besoin de normes, qu'elles ne viennent pas entraver la volonté d'entreprendre des agriculteurs. Donc là, par exemple, quand le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, dit qu'il veut des résultats dans les 4-5 mois... Mais c'est bien l'objectif. C'est bien l'objectif. C'est bien l'objectif. Et sur la politique... C'est pas un ultimatum qui vous met ? Non, mais c'est pas un ultimatum. Il n'y a pas un risque de reprise de la contestation à l'automne ? Vous êtes avec des partenaires sociaux, en l'occurrence agricoles. Ils vous disent on a besoin que des choses se déclinent par rapport à vos annonces que vous avez faites. C'est quand même assez légitime que des partenaires sociaux et des syndicats agricoles vous le disent. Il y a des choses qui sont déjà sur la table, la vérité. La politique agricole commune... En moins de 2 mois, on a fait ce qu'on met d'habitude 2 ans à faire. C'est-à-dire on a modifié un certain nombre de règles pour les rendre plus lisibles et pour les rendre plus compréhensibles pour les agriculteurs. Et plus opérationnelles à la vérité, y compris dans les objectifs environnementaux qui sont les nôtres. Ça, c'est sur la table, parce que dès cette année, ça va s'appliquer. Bon, et dans un instant, on va parler du plan Ecophyto qui fait partie des mesures annoncées. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On se retrouve juste après le fil info de Claire Checaglini. Il est 8h39 sur France Info. L'association de défense des consommateurs, CLCV, dénonce un projet de loi pour rien, démago et qui ne résoudra pas la crise du logement. Le gouvernement veut améliorer la rotation dans les HLM. Davantage de locataires plus ou moins aisés devront payer des suppléments de loyer. Présentation du texte aujourd'hui en Conseil des ministres. Berlin avertit Moscou, la cyberattaque contre des membres du Parti social-démocrate ne restera pas sans conséquences. Selon les autorités allemandes, des hackers russes soutenus par Moscou sont à l'origine de ce piratage. Reconstitution dimanche de la mort de Naël à Nanterre. La vidéo montrant le tir du policier sur l'adolescent avait déclenché plusieurs nuits d'émeutes. Bison Futé hisse le drapeau rouge aujourd'hui dans le sens des départs. L'A13 dans la région parisienne, l'A13 entre Paris et Vaucresson reste fermée, tout comme l'A6B ce matin au sud de la capitale. France Info. Le 8-30 France Info, Victoria Coussard, Jean-Rémy Baudot. On est de retour avec Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture sur France Info. Vous devez présenter une nouvelle version du plan Ecophyto qui est mis sur pause depuis maintenant 3 mois. Ce plan de réduction des pesticides qui fera même l'objet d'un texte à part. Est-ce que vous confirmez que demain, les agriculteurs français n'auront pas à réduire davantage l'utilisation des pesticides, seulement les plus dangereux, c'est ça ? Non, c'est pas tout à fait ça. D'abord, Ecophyto, c'est quoi ? C'est un plan stratégique. C'est pas des éléments réglementaires. C'est un plan stratégique. C'est celui qui a été construit à partir du Grenelle de l'environnement avec un objectif de réduction de 50% des produits phytosanitaires. C'est un élément important pour nous parce que c'est un élément de la stratégie de compétitivité et de souveraineté. Pour qu'on puisse faire face au défi du non-renouvellement d'un certain nombre de molécules et des nécessités parfois de retrait de certaines molécules au niveau européen, on a besoin de trouver des alternatives. Et donc, nous présenterons lundi, avec Agnès Pannier-Runacher qui est en charge de ce dossier, le plan tel qu'il avait été préparé à l'automne, à la vérité, avec un certain nombre d'éléments d'évolution. D'abord, une appropriation plus grande sur les sujets d'alternatives. Je rappelle l'alternative aux produits phytosanitaires. Je rappelle que nous avons mis sur la table 250 millions d'euros sur la recherche d'alternatives, le matériel qui est nécessaire pour pouvoir appliquer ces produits, pour faire en sorte qu'on dote les agriculteurs d'outils pour protéger leur culture. Puis deuxième élément, c'est sans doute à cela que vous faites référence, on modifie un indicateur. Auparavant, on calculait la réduction sur un indicateur qui était juste tout produit confondu. Le NODU, le fameux NODU qui est devenu célèbre on a dans beaucoup parlé, effectivement. Je ne suis pas sûr que grand monde savait ce qu'était le NODU il y a 3 mois et demi, mais c'est pas grave, on a tous gagné en culture. Mais ce NODU, il était juste le calcul de toutes les molécules de produits phytosanitaires sans distinction entre ceux qui étaient très toxiques, ceux qui portaient un risque éventuel et ceux qui n'étaient pas toxiques. Ça veut dire qu'on faisait une réduction à l'aveugle. Et par ailleurs, il y a un indicateur qui s'appelle H1R1, qui est un indicateur européen, qui est issu d'un règlement européen que nous avons voté. Et qui est très contesté par les ONG environnementales. Il peut être contesté comme on veut, mais c'est comme si on nous disait... Il est jugé trompeur, notamment.
Non, mais il n'est pas trompeur. C'est l'indicateur européen. Si nous avons un jour une réglementation européenne, c'est celui qui s'imposera. Alors c'est comme si nous décidions en France d'avoir un indicateur de réduction des gaz à effet de serre et que les autres pays du monde avaient un autre indicateur. Le mieux, c'est quand même une forme d'harmonisation. mieux-disant et d'une certaine manière, on revient en arrière. Non, il n'est pas mieux disant parce que moi, je vais vous dire, l'important sur la question des produits phytosanitaires, c'est pas de dire à l'aveugle, je vais aller vers le zéro. C'est de réduire ceux dont on sait qu'ils peuvent produire une toxicité. Et nous avons avancé parce que ce qu'on ne sait pas assez sur les molécules qui étaient jugées les plus à risque, CMR1 et CMR2, avec des risques les plus avérés. On a réduit de 95% pour l'un et de plus de 70% pour l'autre. Et donc ça, il faut aussi en tenir compte, parce que notre sujet, on peut quand même partager ça, y compris avec les associations environnementales, c'est de faire en sorte qu'on réduise l'utilisation des produits les plus à risque. Donc, il y a des produits phytosanitaires qui ne sont pas à risque, pardon de vous le dire. D'où ma question au départ, ça veut dire que les pesticides non à risque pourront continuer d'être utilisés, si je comprends bien. Pourquoi ils seraient interdits? Est-ce que ça veut dire que vous maintenez quand même l'objectif de réduire de moitié d'ici 2030 l'objectif reste le même. Dans le plan Ecophyto, l'objectif reste le même. Et je voudrais savoir au nom de quoi on demanderait à l'agriculture de supprimer des molécules qui ne sont pas à risque quand... À risque pour la santé, mais il y a la pollution des sols, des nappes également. Je dis pas à risque. J'essaie d'être précis dans mes propos. C'est quand même curieux, cette propension à faire en sorte qu'on prive l'agriculture de la chimie, quand tous les secteurs d'activité, les vêtements que nous portons, ce qu'il y a sur cette table, les médicaments que nous prenons, c'est de la chimie. Et donc là, et c'est des choses qu'on porte, qui sont en contact avec nous. On sait aussi que depuis, on découvre au fur et à mesure qu'il y a des tas de choses qui sont extrêmement néfastes à notre santé. Dès lors qu'on a un risque qui est avéré, l'objectif du gouvernement, comme de tous les gouvernements européens d'ailleurs, c'est la réduction et la suppression des cas échéants. Bon, en tout cas, ça c'était pour le plan Ecophyto. Il y a une autre des promesses pendant la crise, c'était d'écrire dans la loi le caractère d'intérêt général majeur de l'agriculture. Premier feu vert des députés à l'Assemblée hier soir. À quoi ça sert réellement? Est-ce qu'on n'est pas là purement dans le symbole? Non, on n'est pas purement dans le symbole. Quand vous avez un projet d'installation, quand vous avez un projet agricole, il faut qu'on puisse... quand il y a un contentieux administratif, d'ailleurs on a eu un des débats avec les parlementaires qui était intéressant ces derniers jours, c'est-à-dire mais il y a peu de contentieux, donc en fait vous préparez ce qu'est le contentieux administratif. Mais la vérité c'est oui, on a besoin d'écrire dans la loi que le juge il puisse juger en opportunité sur l'intérêt général majeur que représente la souveraineté alimentaire. Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, sur le plan juridique, ça positionne l'agriculture en équilibre avec l'environnement. Ça veut dire que demain, agriculture égale environnement, ce sera... Mais je ne connais pas de trajectoire et de transition et de volonté politique qui ne puisse pas s'exprimer dans une volonté d'équilibre. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, à la fin, on sacrifiera notre agriculture. Or, il y a quelque chose dont je suis certain et dont personne ne me démentira, c'est qu'il y aura tous les jours besoin de se nourrir. Et là, il va y en avoir pour un paquet de siècles. Et donc... c'est bien cet équilibre qu'il faut trouver. Et nous avions au niveau européen parfois, au niveau national parfois, donné le sentiment qu'à chaque fois, c'était l'agriculture qui trinquait. La volonté, c'est qu'on puisse continuer à produire. Le président de la République l'a réaffirmé encore hier. Il faut qu'on trouve un point d'équilibre parce qu'on a en même temps besoin de mener des transitions. Les transitions, je le dis souvent, elles ne sont pas faites contre le monde agricole. La nécessité de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, en particulier pour la qualité des sols ou pour la biodiversité. La nécessité de faire face au dérèglement climatique. C'est une nécessité aussi pour le monde agricole. Si on ne sait pas faire ça, ils ne pourront plus produire non plus. Donc c'est bien un équilibre qu'il faut trouver et j'assume l'idée qu'il faut qu'on trouve un équilibre. Marc Fesneau, au début de cet entretien, vous parliez de la nécessité de produire plus en France. À travers ce texte, ce projet de loi d'orientation agricole, vous voulez aussi rassurer les générations futures d'agricoles, mais on sait que les débats sont compliqués. Par exemple, la gauche vous accuse de favoriser les grandes exploitations au détriment des plus petites. Est-ce que vous assumez de défendre un modèle où il y aura plus de grandes exploitations? Mais j'assume de défendre un modèle où il y aura des grandes exploitations et des exploitations plus modestes. Vous regardez le modèle italien, il y a des petits maraîchers partout et il y a de très grandes exploitations, d'ailleurs beaucoup plus grandes que les nôtres. Et je trouve que, parfois pas vous, mais la caricature qui est faite, une espèce d'image d'Épinal vue de quelque chose ou de quelque part où les gens ne voient pas la réalité du monde. Parce qu'on ne va pas nourrir les gens avec un poulailler de 50 poules. Et cette espèce d'image d'Épinal qu'on entretient, on a besoin de produire, on a besoin de bâtiments d'élevage. J'avais un débat avant-hier avec les parlementaires qui étaient de dire on n'est pas souverain en matière d'élevage. Oui, on n'est pas souverain en matière de volaille. C'est 50% de la production. Ça veut dire que notre souveraineté alimentaire passe par ces grandes exploitations. Mais ce n'est pas grande forcément. Enfin, on a besoin en revanche d'avoir des bâtiments d'élevage pour mettre des volailles. Oui,
si on veut retrouver notre souveraineté et ne pas livrer notre pays à une alimentation qu'on dénonce par ailleurs, parce que tous ces gens-là viennent de vous expliquer que les volailles venant d'Ukraine, que les volailles venant du Brésil, que les volailles, ça ne va pas, c'est pas le bon modèle, etc. Il n'y a qu'une solution, c'est qu'il va falloir qu'on ait des poulaillers en France. C'est pas très compliqué en fait dans la vie. Donc il faut jouer notamment sur le foncier. La question du foncier est un point non, mais je finis juste important. sur la question des bâtiments. Donc il faut qu'on assume cette volonté de permettre aux agriculteurs de pouvoir pour retrouver sa souveraineté, il faut qu'on ait plus de bâtiments. Hébergeant des animaux pour l'élevage. Deuxième élément, la souveraineté, c'est aussi la question foncière. Et c'est vrai qu'on est dans un moment... Alors, nous sommes un des pays, pour ne pas dire le pays d'Europe, qui a le prix du foncier le plus bas, mais qui a beaucoup augmenté ces dernières années, et c'est un frein. Vous êtes jeune agriculteur, et notamment hors cadre familial, ce qu'il faut mettre sur le foncier, c'est très lourd. Alors, c'est pour ça que dans la loi, on a un certain nombre de dispositifs, et par ailleurs... Un groupement foncier agricole d'investissement. Certains vous disent que vous êtes en train de faire de la financiarisation de l'agriculture. D'abord, il y a des amendements qui ont été portés, qui seront débattus, c'est l'article 10, qui seront débattus dans les heures qui viennent. Moi, j'ai aucun problème. Je suis d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas qu'on financiarise. Deuxième élément, l'agriculture française, elle est de nature privée. Enfin, je veux dire, c'est soit par le système bancaire, soit par des investisseurs que ça fonctionne. Mais il faut faire attention à ne pas financiariser, donc il y aura des balises qui seront mises dans le texte. Et simplement pour revenir très rapidement sur les annonces du plan Éco-Phyto, vous nous parlez, vous, ce matin, de 250 millions d'euros qui seront mis sur la table. Oui, c'est 150 millions d'euros pour la recherche d'alternatives, toutes filières confondues. Et ça, c'est déjà sur la table. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, y compris dans la pause, les programmes de recherche ont été lancés et continuent. C'est d'ailleurs 2 fois plus que ce qui est aujourd'hui le cas pour les plans Éco-Phyto. Oui, moi je pense que le principal défaut, parce que pour faire des grandes déclarations, souvent en France, nous sommes assez bons et assez forts. Et depuis le Grenelle, on dit... Vous le dites pour vous ou c'est un... Mais collectivement, non, mais c'était pas pour vous en tout cas. C'est un grief collectif, parce qu'on a tendance à dire... Il n'y a qu'à Faucon. Donc, nous, on s'est donné les moyens chaque année en termes de moyens. C'est dans la planification écologique souhaitée par le Premier ministre et les Premiers ministres successifs et le Président de la République. Parce que la recherche d'alternatives, ce n'est pas one shot. C'est tous les ans savoir que les chercheurs sachent qu'au fond, on va leur donner les moyens de trouver un certain nombre d'alternatives aux produits actuellement utilisés. Donc c'est une volonté très forte du gouvernement. C'est sans doute ça la principale rupture de la stratégie que nous avons, c'est d'y mettre les moyens. Marc Fesneau, dans un instant, on va parler des intempéries, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment avec des pluies très importantes qui ont touché notamment le vignoble. On en parle dans un instant, juste après le fil info. Il est 8h50, Claire Checaglini. Les malades atteints d'un cancer ou d'une insuffisance rénale notamment devront faire preuve de davantage de patience. Pour se rendre à l'hôpital, ils pourront faire un détour allant jusqu'à 30 km. C'est l'une des modalités de la mise en place du covoiturage en taxi sanitaire ou en ambulance. Le décret sera publié dans les semaines qui viennent. Le mouvement des étudiants pro-palestiniens s'étend. Après les campus américains, Sciences Po en France, des universités britanniques rejoignent la mobilisation. À Paris, les principaux bâtiments de la prestigieuse école de la rue Saint-Guillaume resteront fermés aujourd'hui. 6 étudiants ont entamé une grève de la faim. Plus de 7 journalistes sur 10 spécialistes des questions d'environnement affirment avoir été la cible de pression, de menaces, voire d'attaques. Chiffre révélé par l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Il nous a manqué un petit truc, reconnaît l'entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset. Le petit truc pourrait être un but supplémentaire car les footballeurs marseillais ont été tenus en échec au stade Vélodrome par l'Atalanta Bergame. Résultat 1-1 en demi-finale aller de la Ligue Europa. Match retour en Italie jeudi. France Info. Le 8-30 France Info. Victoria Coussard, Jean-Rémy Baudot. Nous sommes de retour avec le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau sur France Info. Des viticulteurs se réveillent ce matin désemparés devant leurs vignes dévastées par la grêle qui accompagnait les orages dans l'Yonne avant-hier, terre du Chablis. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur des dégâts ? Pas encore tout à fait, mais on a le sentiment que sur 25% du vignoble, on est entre 80 et 100% de pertes. Alors, quand il y a des épisodes de grêle comme cela, il faut toujours attendre un peu pour regarder comment réagit la végétation. Parfois, elle réagit très mal, et souvent c'est le cas. Et parfois, elle redémarre. Il faut regarder sur chaque plan et sur chaque parcelle comment ça se passe. Mais manifestement, on aura des dégâts qui seront très lourds sur un certain nombre. Surtout que ce vignoble avait subi des épisodes pas intenses, mais quand même existants de gel il y a quelques jours. Puisque vous savez qu'on a été en bordure dans beaucoup de régions d'épisodes de gel. Donc la solidarité nationale va se mettre en œuvre, d'abord au travers et principalement au travers des systèmes assurantiels qu'on a mis en place. On oublie souvent ça. On a un dispositif assurantiel qui a été modifié en 2022
et qui permet de subventionner l'accès à l'assurance et de faire en sorte qu'il y ait toujours un étage, même quand on n'est pas assuré, où on est indemnisé à partir d'un seuil de perte. Et donc, on va activer ces mécanismes. Alors, la difficulté pour la vigne et pour ces productions-là, c'est qu'il faut qu'on puisse mesurer. Et au fond, c'est à la vendange qu'on sait. Donc, on va regarder les mécanismes intermédiaires qu'il peut y avoir. Mais j'ai demandé à mes équipes et à mes services qui sont très mobilisés sur tous ces sujets d'aller voir avec les agriculteurs, les viticulteurs sur le terrain pour mesurer l'ampleur des dégâts. Parce qu'il y a des, il y a des dégâts immédiats. On a toujours été au rendez-vous. Mais par le mécanisme en particulier d'assurance récolte, ce qu'on appelle le troisième étage, l'indemnité de solidarité nationale. Est-ce que ces intempéries, ce gel il y a quelques jours, est-ce que vous y voyez aussi l'illustration du dérèglement climatique? Absolument. Est-ce que ça veut dire, je termine ma question, que demain on aura du mal à se protéger? Vous parliez des assureurs par exemple. Est-ce que demain les agriculteurs risque de ne pas avoir d'assureurs pour les accompagner? Mais c'est une très bonne question. On a devant nous un sujet de la résilience et de la résistance des systèmes assurantiels. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a fait cette réforme. Face à des événements climatiques qui vont être de plus en plus violents. Le gel n'est pas plus tardif, c'est le démarrage de végétation qui est plus précoce, qui fait que le gel arrive sur une végétation qui est déjà très lancée. C'est ça qui fait les épisodes. Et reconnaissons, moi, j'ai commencé ici, au ministère de l'Agriculture par des épisodes de grêle, de tempête et d'orage. Et tous les ans, on a ces épisodes-là, et nous aurons aussi parfois des épisodes de sécheresse. Donc ces excès climatiques qui viennent déséquilibrer les systèmes assurantiels. Ça veut dire qu'il faut regarder si notre système est bien robuste, et y compris dans la nouvelle PAC, comment ça peut être renforcé. C'est 2027, mais il faut s'y préparer dès à présent. Et puis deuxième élément, c'est voir comment on peut protéger mieux nos cultures. C'est-à-dire que sur le gel, sur la grêle, il y a des systèmes de protection qui parfois sont efficients, et donc il faut donner ce qu'on fait d'ailleurs. Juste pour le grand public, comment est-ce qu'on protège une vigne, par exemple? Alors, vous avez des... Pas pour la grêle. Oui, vous avez des canons qui viennent disperser anti-grêle, qui viennent disperser des produits qui sont tout à fait homologués, hein, sans risque, disperser et dissoudre les grêlons. Vous avez parfois des filets paragrêle, c'est-à-dire que vous mettez un filet par-dessus. Et en fait, alors, ça marche pour des grêlons de taille raisonnable. Compte tenu de la nature de grêlon, je ne sais pas s'il serait fonctionné. Mais voilà, c'est des systèmes plutôt physiques. De la grosseur d'une balle de... Oui, je ne suis pas sûr que les filets paragrêle... Quand je dis je ne suis pas sûr, je sais que les filets paragrêle ne sont pas assez costauds pour ça. Mais il y a des systèmes... Mais ceci dit, c'est des investissements très lourds. Et donc, il faut regarder comment on peut trouver un équilibre économique avec ces systèmes de protection. Marc Fesneau, l'agriculture est évidemment un sujet majeur des élections européennes. Le scrutin est dans 5 semaines, on le rappelle, c'est le 9 juin prochain. Vous le mettez avant ou après l'écologie dans vos priorités sur la liste Renaissance? Mais je refuse ce débat de mettre une espèce de hiérarchie entre les uns et les autres. Je l'ai dit tout à l'heure, si nous n'arrivons pas à mener la transition écologique et les sujets de lutte contre le dérèglement climatique, plus 4 degrés, c'est mortel pour l'agriculture. D'accord, mais quelles sont vos propositions sur l'écologie depuis le début de la campagne? Mais les propositions sur l'écologie depuis le début de la campagne, Valérie Ayé les rappelait encore hier, c'est des propositions qui tournent autour de la poursuite de ce que nous avons fait en termes de décarbonation de nos économies, et c'est ce qu'a dit le président de la République autour du fait qu'il faut qu'on ait un grand plan européen qui permette d'accompagner ces transitions, parce que sur quoi on bute sur ces transitions? C'est la capacité des citoyens, la capacité des entreprises à être accompagnés. Et donc l'idée que nous ayons un grand plan européen d'investissement qui permet d'investir sur les énergies renouvelables ou décarbonées en général, qui permet de pousser les feux comme on le fait sur les voitures électriques, qui permet aussi de travailler sur les questions de recherche et d'innovation, parce que nous pouvons être en retard sur un certain nombre de ces sujets-là. C'est comme ça qu'on arrivera à résoudre et à faire face à ce défi, en particulier ce défi climatique. Vous y croyez encore à la dynamique derrière Valérie Ayé? On voit que c'est compliqué pour la candidate de la majorité présidentielle qui est presque au coude à coude avec le socialiste Raphaël Glucksmann, loin derrière Jordan Bardella du RN. Mais pour la connaître, je connais Valérie Ayé comme une personne qui est solide, qui est compétente et qui est sérieuse. Ce qui n'est pas tout à fait les qualités que je reconnais à M. Bardella. Et à un moment, dans une campagne qui n'est pas lancée objectivement. Il y a des débats tous les jours, des longs débats, on en parle beaucoup. Vous le savez, c'est pas parce que vous en parlez beaucoup et que nous, parfois, nous parlons d'un certain nombre de sujets que les gens que je croise dans mon village de Marche-Noire m'en parlent. Je vous assure que ce n'est pas un sujet de conversation quotidien. Qu'est-ce qu'ils vous disent sur le terrain à Marche-Noire? Ils sont plutôt sur les sujets qu'on n'a pas évoqués mais qui se font l'actualité, sur ce qui se passe dans un certain nombre d'universités, sur les violences entre les jeunes et les phénomènes de violence dans la société. Ça occupe plus nos concitoyens aujourd'hui que le sujet européen. En même temps, ce qui se joue le 9 juin,
c'est un sujet central, c'est l'Europe, stop ou encore. Parce que c'est ça la vérité. Et l'Europe encore, ça nous permettra de faire face aux défis que vous avez évoqués du dérèglement climatique, et de faire face au défi immense qui est celui de la guerre et la paix, ou la paix sur le continent. Si nous ne sommes pas plus unis, si nous ne sommes pas plus avancés sur un certain nombre de sujets au niveau européen, ce n'est pas la France toute seule qui défendra ses intérêts. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut défendre les choses. Et moi, je pense que Valérie Haye a toutes les qualités. Il y aura une liste dans les quelques heures ou quelques jours qui viennent qui permettra aussi... Le MoDem sera bien servi ou pas? C'est pas la question d'être servi, mais le MoDem sera respecté comme il l'a toujours été dans ce type d'accord. Et j'ai plus aucun doute, j'en en avais pas beaucoup, mais j'en ai plus aucun, compte tenu de ce que je sais. Et je trouve que la question, c'était la question que chacun fasse sa part d'effort. Quand vous faites une liste, c'est toujours compliqué. Vous êtes obligé de faire des choix. Il n'y a rien de pire que faire des choix, J'ai fait quelques investitures dans ma vie, donc je sais que vous faites plus d'adversaires et d'ingrats, disaient certains, que d'amis. Mais c'est pas grave. Je pense que c'est bien que nous ayons une liste qui soit équilibrée, qui représente l'ensemble des forces de la majorité, et puis qui s'élargisse aussi, je pense, à l'UDI, ce qui est un élément important pour nous. Et la liste de Valérie Haye sera dévoilée d'ici demain. Merci beaucoup, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, d'avoir été l'invité du 8h30 France Info ce matin. Victoria Coussa, merci beaucoup. Merci, on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews. Dans 5 minutes, les informés de Renaud Dely au programme ce matin. La fin du logement social à vie, c'est une mesure qui va être présentée ce matin en Conseil des ministres. Est-ce que c'est injuste socialement ou c'est efficace économiquement? On en parle avec Renaud Dely dans un instant.